avec Seller, Beckenbauer qui arrive seul. Troisième but splendide. Ces buts vont dans la cage suisse, mais ils sont splendides et nous avons tout de même un très vif plaisir à les voir. Mon premier sous la loupe en 78, c'était le 15e anniversaire de la mort de Hugo Koblet, qui était un grand champion suisse qui a gagné le Tour de France en 51. Alors la passion pour le cyclisme, ça remonte loin parce que quand j'étais gamin, j'ai vu passer le Tour de Romandie, Tour de Suisse en culotte courte. Ensuite, je suis entré dans la presse écrite, dans une agence, et j'ai commencé à faire le Tour de Romandie à partir de 73. Et j'ai toujours eu une passion pour le vélo. Je joue au football, mais je sais pas pourquoi, j'adorais le vélo. Vous avez signé tous les deux un livre qui a un titre légèrement polémique, hein, Face au sport, peut-on encore sauver la TSR? Je ne sais pas qui a trouvé ce titre, je soupçonne que ce soit Bertrand Dubourg. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas. Disons que, oui, c'est un peu de la provocation, mais disons, les dernières années que j'ai vécues moi professionnellement m'ont poussé à, disons, prendre un peu l'initiative parce que la TV évolue. En ce qui me concerne, pas forcément dans le bon sens, et je pense que Jean-Jacques abondera également dans cette direction. Et puis surtout, on a vécu tellement de belles années, une période heureuse à l'époque d'Aquadro, que je me disais qu'il ne fallait pas que ça reste entre nous, dans les tiroirs, ou alors à l'intérieur de personnages qui ont disparu, ou qui sont partis à la retraite, ou qui sont décédés, parce que la vie, ma foi, elle est faite comme ça. Et puis Jean-Jacques, c'est un des dernier des Mohicans aussi, hein, sans vouloir être trop méchant avec lui. Et il fallait qu'il soit là pour témoigner, parce qu'il était à l'origine du service des sports de l'époque. Au début du livre, vous parlez l'un de l'autre. Vous dites, vous, M. Tillmann, de Bertrand, qu'il est devenu très rapidement un des reporters les plus populaires en Suisse romande. Vous voulez dire quoi par là et pourquoi? Populaire, c'est très simple. D'abord, il y a du monde qui l'écoute. Et sur le monde qui l'écoute, sur 100%, il y en a, disons, ça dépasse 50, il y a 60, 65, 70% qui ont pour lui du goût, de sa façon de faire. Alors, il y a toujours 30% qui rouspètent, hein, ça vous ferez jamais l'unanimité. Mais ça, c'est indéniable, à cause de sa personnalité, parce que vous faites référence au titre, c'est lui qui l'a choisi, il a été appuyé par l'éditeur, qui trouvait que ça faisait plus vente. Moi, j'étais pas très favorable, je trouvais un peu prétentieux, un peu... On va vous expliquer comment il faut faire. Mais en revanche, comme il m'a fait lire beaucoup de ses textes, j'étais entièrement d'accord avec lui. Il y a eu quelques excès qui ont été d'ailleurs éliminés, non pas par moi, parce que je n'avais aucun droit là-dessus, mais par les lecteurs de l'éditeur. Mais alors, sur le fond du problème, d'accord, le titre, il m'a... Ouais, au nom du respect qu'on doit à l'éditeur et de son envie de vente, oui. En fait, c'est un titre un peu à double sens, parce qu'à l'époque où on avait des magazines, on avait une émission qui s'appelait Face au sport. Absolument. C'était un 50 minutes qui apparaissait tous les 2-3 mois, que Jean-Jacques a... Oui, il y en a même plus. Je crois que là... Oui, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, ça a duré 2 ans et demi, je crois. À 83, autour. Non. Et donc, il fallait... Moi, j'ai un peu fait référence à ça. C'est un peu un titre à double sens, en fait. C'est parce qu'il y a un peu la nostalgie de cette belle époque des magazines. Aujourd'hui, ce sont des émissions qui nous manquent, parce qu'on va sur le direct, on n'explique pas les choses, on les montre, puis après, il n'y a plus rien, quoi. Et ce recul, aujourd'hui, au niveau de la télévision suisse romande, moi, je trouve que ça manque. Oui, puis en 75, une heure, disons 7-8 fois par année, c'était beaucoup, une heure de magazine sur des thèmes qui concernaient vraiment
la majorité du public, c'était pas uniquement des petits sujets, quoi. L'histoire de la descente à ski, c'est quelque chose. Ah oui. Le Tour de France, là, c'était quelque chose. 20 ans de Coupe d'Europe des Champions, c'était quelque chose. Il y a beaucoup d'autres exemples. Mais c'est surtout ça qui était important et surprenant. On va revenir sur tous ces points en détail. C'est vrai que c'est important. Il y a aussi une chose que je trouve très touchante. Vous dites, vous, Bertrand, de Jacques Tillman, qu'il a sérieusement orienté votre vie professionnelle à vos débuts. Ah ben disons oui, parce que quand je suis arrivé, j'étais un journaliste un peu turbulent et j'étais plein de convictions, etc. Et Jean-Jacques avait déjà un peu de recul parce qu'il est arrivé un peu plus de 10 ans avant moi quand même. Donc il a participé à la création du service des sports. Et j'ai subi ces sarcasmes. C'était dur au début. J'ai dû un peu me remettre en question dans le bon sens du terme, parce que justement, quand on est jeune, on ne voit pas tous les excès, toutes les dérives qui reposent sur la passion aveugle. Et bon, au début, j'étais comme ça. Après, j'ai pris un peu de recul, comme il me l'a fait comprendre. Et bon, ça m'a fait du bien d'une part, et puis je trouve que ça permet une autre réflexion sur la chose. Bertrand Dubourg parle de sarcasme. Oui, je ne sais pas s'il y a sarcasme, mais il y avait, en effet, il y a quelque chose de juste dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que, pour moi, Dubourg était un type un peu un combatif. Et j'avais l'impression qu'il était, l'expression là que je t'ai attribuée, un métallo en colère. Un type qui allait descendre dans la rue. Et ça ne me déplaisait pas. Mais j'ai appris au fil des années qu'au-delà de ça, qui est resté, mais c'est mélangé à une réflexion, à une vraie réflexion, à un vrai intérêt, à une vraie passion et une analyse juste. Donc il y a une sorte de comment dire, de différence entre les deux Dubourg. Mais le Dubourg est resté combatif, il a peu perdu, ou pas perdu, au contraire, de sa combativité, de sa... Mais il a la réflexion exprimée à la fin du livre, elle est celle d'un type qui n'est plus un métallo en colère, qui est un dirigeant de parti intelligent. Et surtout pas un manager. Vous trouvez qu'il n'est plus en colère, lui ? Si, il est encore aujourd'hui, mais il est encore dans 5 ans. Mais j'entends moins, c'est-à-dire que au-delà de la colère, transparaissait la réflexion. Parce qu'il y a des types, ils disent tout est vrai, vous êtes tous des cons, etc., etc. Lui, il dit déjà un peu vous êtes tous des cons, ça marche pas. Mais au fil des années, il a expliqué pourquoi nous étions, enfin le passé lui paraissait un peu supérieur à l'évolution qui devenait victime de tendances qu'il n'aimait pas. Et oui, et je trouve que la TV romande à l'époque de Quadro Tillman était une télévision un peu pionnière, parce qu'elle a créé des émissions. Boris n'a pas toujours été à l'origine de cette création. C'était Jean-Jacques Tillman avec Bernard Vité, avec Jean Rigateau, Grivet et compagnie. Mais disons, c'était une télévision qui était un peu pionnière. Et je trouve qu'avec le recul, après 30-40 années, on n'a pas exploité, on n'a pas profité de ça. On a tout laissé tomber pour évoluer dans le sens d'une télévision moderne où maintenant on fait des sujets de 1 minute 30, on explique tout en news accélérée. C'est insupportable. Il y a une surabondance d'informations, mais on va plus au cœur des problèmes. Ça, je sais que vous êtes d'accord justement sur ce sujet. Ce que je trouve encore juste choquant ou surprenant quand j'ai découvert votre livre, c'est que vous semblez être, à tout semble vous opposer, j'ai envie de dire, les deux. Moi qui vous connais depuis 30 ou 40 ans, depuis que vous avez commencé de faire la télévision, Bertrand est connu comme un puncher, un boxeur, hein, qui l'a pratiqué d'ailleurs et qui pratique encore un petit peu, je crois. Vous avez plutôt une réputation très british, je ne vais pas vous vexer en disant ça, hein, très gentleman, très posé. Vexé en rien, mais je vais apporter à une petite précision. Hier soir, un type, en descendant d'un train, il menait de Lausanne à Vevey, un type, il avait 4 cornets de matériel, alors invraisemblable, c'était pas le voyageur de luxe. Il a traversé 4 fois le train pour me parler.
Et à la descente du train à Vevey, il a voulu entrer. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je suis pressé. Je t'ai appelé. Et il m'a dit, mais vous disiez ce que vous pensiez. Alors, même si je n'avais pas la même combativité, dans les matchs de football de l'équipe nationale de Suisse, c'est très difficile de dire que l'équipe de Suisse joue mal. Ça m'est arrivé une fois, et je peux vous dire que ça a failli me couper ma carrière à son début. On n'ose pas dire ça. Non, parce que chez nous, c'est épouvantable. Il y a une maladie, on peut l'appeler complaisance, complicité. Ça peut aller plus loin, connivence, c'est-à-dire que la famille de l'équipe nationale, c'est incroyable. Les commentateurs n'osent pas dire du mal de leurs consultants. Les consultants qui travaillent pour l'ASF et pour la TSR n'osent pas se dire du mal ni du commentateur, ni de l'entraîneur. Il y a une complaisance. Et ça, j'ai jamais supporté. Ça, j'ai toujours été, j'ai oublié ça. Ça a failli me coûter cher. De toute façon, moi, j'aimais pas faire l'équipe nationale parce que je hais le patriotisme ridicule. Alors, Mais c'est vrai que l'équipe nationale de Suisse appartient un peu au patrimoine national, et Jean-Jacques a raison. Moi, je voyais ça un peu de loin. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas émettre le moindre avis défavorable, négatif, ou même on ne peut pas avoir de réserve. Il faut être avec les drapeaux au vent, etc. Mais on vous l'a dit que vous deviez avoir de la réserve, ou c'est vous qui vous êtes dit ça? Il y avait des vraies pressions si vous critiquiez l'équipe suisse? Pression, je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme pression. Mais bon, je vais vous raconter l'anecdote du premier match que j'ai fait en 1966, où j'ai dit au bout de 20 minutes, la Suisse est nulle et l'Allemagne est très forte. Il y avait 0-0. Et l'Iran en finale, c'est une équipe très forte. La Suisse est mauvaise. Il y avait 0-0 quand je l'ai dit. Il y a eu 5-0 pour l'Allemagne. La Suisse a fini avec un goal marqué, 0 points. Et l'Allemagne était en finale. Donc, j'étais pas dans le faux. Un pasteur vaudois m'a emmerdé pendant une page et demie parce que j'avais trahi la patrie. Il fallait que je rentre au foyer. Enfin, il fallait que je rentre en Suisse parce que j'avais sali le drapeau. Non, mais rendez compte où on en est. Ouais, c'est une jolie anecdote, mais ce que je voudrais dire, c'est que la télévision suisse, maintenant, utilise des gens qui sont salariés de la Fédération suisse, de Suisse Football, pour être consultants. Et c'est pas normal. Parce que le type qui est payé par la SF, enfin Suisse Football, ne peut pas aller au fond de sa réflexion, on ne peut pas être négatif avec ses propres employeurs, je veux dire. Donc là, la télévision romande, elle se fourvoie complètement. Et qui plus est, ce sont des entraîneurs j'allais dire des séries inférieures. Il y a la nationale, il y a les moins de 21, les moins de 19, moins de 17, tout ce que vous voulez, moins de 18, et tout. Et ces mecs qui font partie de la famille sont payés. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je sais qu'il y a quelques-uns qui s'en fait tirer. Il y en a un qui s'est fait tirer les oreilles une fois parce qu'il avait dit quelque chose de pas très agréable pour l'équipe nationale. Eh bien, il a reçu un blâme. Mais ce qu'on dit là pour le foot, est-ce qu'on ne pourrait pas le dire aussi pour le cyclisme? Parce que M. Chassot, qui a commenté avec vous très longtemps, il fait aussi partie du monde sérieusement du cyclisme. Je regarde ça maintenant, je me pose un peu des questions. C'est tout à fait oui, c'est ça, c'est pertinent, disons. Parce qu'il y a des affaires de dopage. Alors, Chassot, il est ancien coureur professionnel. Donc, il est quand même encore resté un peu de la famille. Il est un patron du Tour de Romandie. Il est patron du Tour de Romandie, donc il est passé du côté des organisateurs. Il est représentant des organisateurs au sein des différentes associations qui font partie, qui sont affiliées à l'UCI, plus ou moins. Donc, il a plusieurs casquettes, plusieurs positions à défendre. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. En France, Virenque a trempé dans les affaires de dopage. Maintenant, il est consultant pour Eurosport. Pour moi, c'est insupportable. Mais en France, ils ont le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui devrait intervenir en disant tous ceux qui ont, été confrontés à la justice ou qui ont trompé dans les affaires de dopage ne peuvent plus parler à l'antenne. Mais bon, Eurosport, c'est une chaîne privée. Et donc, le CSA, je ne sais pas s'il a l'influence à ce niveau-là. Mais par contre, en Suisse, alors lui, il n'y a personne qui sévit à ce niveau-là.
Maintenant, dans le vélo, on peut se reposer la question. Moi, j'ai pas voulu travailler avec Laurent Dufaux. Tant que j'étais commentateur, j'ai toujours dit, Laurent a trempé dans l'affaire Festina, je peux pas l'utiliser comme consultant du cyclisme, parce que c'est pas logique, c'est pas normal. Mais j'ai été jusqu'au bout, je restais copain avec Dufaux. Maintenant, on s'est un peu rabiboché. Ça a été difficile à une certaine époque, parce que c'était chaud. Eh ben, je trouve que sur le fond, j'ai quand même raison. Mais en France, par contre, ils ne se posent pas trop la question. Jacques Tillman. Voilà, sur ce sujet, j'ai juste une chose à dire. La différence, c'est que lorsque Chassot a été quelques années donc le consultant de Debout, il y avait davantage d'équilibre parce que Debout prenait aussi sa place. Aujourd'hui, Glassé, qui me paraît être capable, mais peut-être pas encore complètement pénétré par le cyclisme, les 2/3 du discours est tenu par Chassot. Alors ça, c'est désagréable parce qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire Chassot, il dit ce qu'il veut, et il met en valeur ce qu'il veut, etc., etc. Mais il est excellent. Il est excellent, Richard. Moi, j'ai la fierté de l'avoir fait venir et de l'avoir un peu formé. Et on a discuté souvent, parce que c'est vrai qu'au début, la concordance des temps, il faisait quelques fautes de français, donc c'est pas toujours évident. Mais lui, il a la capacité de se remettre en question, il a la volonté d'apprendre, il a progressé de façon étonnante. Et maintenant, c'est un consultant qui est reconnu. Mais par contre, on peut se poser des questions si c'est toujours sa place d'être consultant de la TSR. Oui, je dis ça parce que, avec ce que dit M. Tillman, hein, que c'est dangereux. Non. À mon avis, ça frise des termes qui sont, acceptables comme complaisance, mais quand on va à la connivence, à la complicité, faut pas aller plus loin, parce que j'ai même écrit une fois que c'était une véritable mafia. Et je crois que j'étais pas très loin de la vérité, mais alors là, évidemment... Mais le grand problème dans tout ça, c'est qu'à la TSR, il n'y a personne qui se pose la question, parce que pendant longtemps, à l'époque d'Aquadro, ça n'existait pas, parce que lui, c'était un chef qui était en place, qui prenait ses responsabilités, qui avait un sens moral très élevé, etc. Mais par contre, depuis la succession de Boris, il n'y a plus personne qui s'est posé la question. C'est parti en pleine dérive, et maintenant, personne ne remet rien du tout en question. Alors, puisque vous venez sur Boris Aquadro et la façon dont vous travaillez à l'époque, vous dites aussi dans cet ouvrage Face au sport, peut-on encore sauver la TSR, vous dites qu'à l'époque, le 90% des reportages se faisaient sur le terrain et aujourd'hui dans les bureaux. Ben oui, parce qu'à l'époque, on partait, on avait des idées, mais le temps de prendre des contacts, on partait souvent avec une page blanche vide, on savait ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas, le temps d'organiser, parce que souvent, la réussite d'un produit, d'une production, ça passe par la préparation. Mais à l'époque, il y avait 6 ou 7 journalistes, 8 journalistes au service des sports, il y avait Caméra Sport, 20 minutes, toutes les semaines, Face au sport, 1 heure tous les 2 mois, et puis Sous la loupe, 20 minutes toutes les semaines. Et il y avait les directs, il y avait les présentations d'émissions, etc. Il y avait 6 fois moins de personnes que maintenant, il y avait 3 fois plus d'émissions. C'est une autre période, une autre télévision. Donc on partait un petit peu comme ça avec l'enthousiasme, puis il fallait se démerder sur le terrain. Mais ça a donné lieu à des reportages extraordinaires. Quand Shaoli et Rigato sont partis à New York, Jean-Jacques a mieux connu ça que moi, ils sont partis, ils ont interviewé Angela Davis, Don King, Mohamed Ali. Ils sont partis avec rien du tout, juste 2-3 contacts téléphoniques comme ça, avec des copains qui jouaient un peu les rabatteurs. Et vas-y, Jojo. Vraiment sur le terrain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un problème, c'est le problème du nombre. C'est-à-dire que quand on a commencé... Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrivait à 7, 8, journalistes. Et le hasard ou les circonstances favorables ont fait que tous les types étaient un peu... ils avaient... Vous comprenez, c'est début des années 60 ou milieu des années 60. Donc c'est une aventure, c'est indéniable. On n'est pas des pionniers, mais on n'est pas loin des pionniers. Donc les types qui arrivent, ils se lancent dans une combine, ça c'est clair. Quand on se lance dans une combine, c'est qu'on a envie d'y aller et qu'on a des idées. Donc il y avait
non pas un combat, mais il y avait une sorte de magnifique effervescence qui faisait que chacun pouvait s'exprimer, a appris à s'exprimer et a pu s'exprimer. Lorsque le chiffre, le nombre de collaborateurs monte et qu'on change, qu'on passe de la pauvre chaise dans un coin au magnifique... j'arrive jamais à trouver le nom, ordinateur, etc., où les gens se disent plus bonjour, tout se modifie. Quand il y en a 30, dont 25 se disent pas bonjour, c'est pas la même chose. Puis d'abord, ça élimine les séances de discussion parce qu'elles sont impossibles à 25. De toute façon, sur les 25, il y en a 20 qui disent rien, n'est-ce pas? C'est ça, c'est l'atténuement de l'action personnelle. Tout le monde devient un peu banal. C'est une banalisation et tout le monde commente la même chose. Personne rouspète, personne fait de la critique, personne n'a des idées. C'est ça. Oui. Disons qu'à l'époque, chacun avait plus ou moins ça ou ses rubriques. Vite, c'était la natation, c'était le patinage artistique, c'était le hockey sur glace. Jean-Jacques, c'était le football. À Quadro, c'était l'athlétisme, le ski de fond. Moi, j'avais la boxe et le vélo. Et donc, les gens s'identifiaient un peu aux commentateurs de la TSR. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas parce qu'on parlait tout à l'heure avec Jean-Jacques. Dans le football, ils sont 6 à se passer le micro maintenant. Donc, les gens ne reconnaissent plus personne. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que quand on travaille en petit comité, on est beaucoup plus proche et solidaire. S'il y en a un qui tire au cul ou qui est malade ou qui essaye de se défiler, les autres doivent compenser. Quand on est 30 dans une rédaction, et s'il y en a un qui fait la gueule, on s'en aperçoit même pas, on le laisse dans son coin. Et donc, c'est ce passage de cette télévision des années 70, 80 à cette télévision des années 2000 que moi j'ai très mal supporté. Et donc cette solidarité qui a complètement disparu, c'est un petit peu dommage parce que il y avait beaucoup plus d'échanges d'idées à l'époque. On allait manger ensemble à midi. C'était plus facile de réserver une table pour 6 journalistes que pour 25 journalistes. Et donc on parlait des problèmes et quand on revenait à 2h, parfois 2h30, à Quadro trépignait déjà, on avait quasiment fait l'émission en mangeant entre nous. On a cité plusieurs fois Boris à Quadro. Il y a un passage dans le livre, je ne sais pas si vous êtes d'accord de nous le raconter, M. Tillman, c'est votre première rencontre justement avec Boris à Quadro. Quand vous êtes venu vous présenter à la TSR, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'elle est précédée par un scénario un peu bizarre, parce que moi, j'ai passé des tests. J'en ai fait 4 pour entrer. Il y avait 42 candidats, puis il y avait 2 places. C'est Jean-François Nicot qui a eu l'autre. C'était une place, c'était c'était une place double, quoi. Sport et actualité. Et moi, à un moment donné, j'ai renoncé parce que j'ai vu que les types se tutoyaient. J'ai foutu le camp, j'étais au bistrot, chez les flics, en face des flics, au bout de boulevard Calvoc. Et j'ai bu bon, je l'ai raconté, je sais pas, je ne crois pas qu'il soit dans le livre, enfin, j'en sais rien. J'ai bu 2 cognacs. C'est la seule fois de ma vie que j'ai bu du cognac. J'ai bu beaucoup d'autres choses, mais pas de cognac. mais ça m'a fait revenir en arrière. Puis je suis rentré, et j'ai finalement passé ce test. Ouais. Je suis arrivé au 4e test avec une magnifique lettre de la télévision. Nous allons vous contacter incessamment pour un engagement, etc., etc. Incessamment, jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire très vite. En fait, ça c'est arrivé à la fin mai, début juin. J'ai laissé passer l'été, j'ai dit, ils sont en vacances, on va attendre. Mais au mois d'octobre, je me suis quand même dit, quand même aller voir ce qui se passe. Et je suis allé à la télévision et je suis arrivé à l'entrée de la radio, qui était la radio-télévision. Et je dis, est-ce que je pourrais voir le chef des sports, monsieur Vollner. Et puis, visiblement, les bonnes femmes étaient très ennuyées. Elles dit, mais il me semble qu'il s'était foutu dehors, etc. Je dis, mais enfin, bon, très bien, mais il y a bien un chef du service des sports à la télévision. Et là, non plus, elle ne savait pas. Alors, elle bavardait entre eux. Puis, à un moment donné, j'entendais qu'elle parlait d'un instituteur de Versoix. Puis, je me suis dit, je sais pas, moi, je ne savais pas qu'un Quadro était instituteur à Versoix. Je ne savais rien de la télévision. J'avais été un peu dégoûté par les tutoiements entre certains. Je me disais, ça ne sert à rien d'essayer d'entrer. C'est déjà fait.
Et puis ils me disent, oui, alors c'est M. Boris Quadro, il est chef depuis 15 jours. Je dis, est-ce que je pourrais le voir? On va voir. Quadro est descendu. Visiblement, il n'avait pas du tout envie d'engager quelqu'un et de voir quelqu'un. Surtout, il a été correct. Et ben, il m'a dit, mais écoutez, je suis désolé, mais vous avez été engagé après des tests faits par Vollner. Vollner a disparu. Moi, j'ai besoin de personne. Je regrette beaucoup. Puis, c'est rare que j'ai pas du tout pleurniché, mais je suis resté quand même 10 secondes comme ça en disant j'en ai fait 4 de tests, vous ne pourrez pas m'en refaire un, vous? Parce que Vollner s'est peut-être trompé, mais en m'engageant, mais peut-être. Alors là, il a attendu un petit moment. J'ai dit, ça ne lui plaisait pas tellement parce qu'il m'a. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, le foot, c'est pris. M. Piaget. Alors il m'a tout expliqué, tout était pris, quoi. Quand on commence, on fait n'importe quoi. Hein. Il finit par me dire, je promets, d'ici Noël, 2 fois, vous venez faire des petits tests. Premier test, Fleurier et Martigny hockey sur glace, un match que je n'ai pas vu, qui était monté par le Père Schlatter, qui avait déjà 65 ans et qui ne connaissait rien à la télévision. Et puis un autre test, je sais plus, sur du ski, parce que Velti faisait le ski à l'époque, puis il ajoutait toujours un skieur, tu vois, il y en a toujours un de trop ou un de pas assez. Bon. Et puis il a fini par me faire travailler l'hiver. Téléphonait où je travaillais, dans une maison de sous-titrage de films. Puis finalement, il m'a fait venir, et puis il m'a proposé le poste d'adjoint, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Il était, lui, une secrétaire. Et hop. Comme quoi, les carrières, des fois, ça ne tient à pas grand-chose. C'est ça que j'avais trouvé absolument... Bon, juste pour tester votre mémoire, si j'ose. Si je vous dis 13 mai 1964, vous me dites quoi? 64, c'est... 13 mai 64. C'est pas le Heysel, Sporting Lisbonne. Le premier match, non? C'est pas le premier, parce qu'il y a eu des matchs championnat suisse, mais c'est le premier match, disons, d'un certain niveau, mais c'est pas la Ligue des Champions, hein, c'est la Ligue en dessous, c'est la Coupe des... la Ligue de la Coupe des Coupes, là, je sais pas quoi. Ah, c'est horrible, c'est de ce jour-là que je hais le Heysel, et que j'ai toujours haï le Heysel tel qu'il était. Parce que j'arrivais, il pleuvait, ils avaient mis des bâches, la bâche a crevé, j'ai pris 300 litres d'eau, j'avais un costume de printemps de tout blanc, j'avais plus de notes, j'avais plus rien, et c'était Sporting Lisbonne comme MTK Budapest. Les deux avec des lignes rayées, comme ça, avec des numéros illisibles. Alors, c'était la fête, hein, parce que c'était des inconnus, les MTK Sporting Lisbonne à l'époque, c'était difficile d'avoir des renseignements. Alors, il y a eu 3 en plus. Sur les 6 goals, j'en ai eu 4 juste tout de suite. J'étais déjà content. C'est le premier match. Mais de ce jour-là, j'ai haï le Heysel. Je trouve l'anecdote assez sympathique à raconter. Et la télévision noir-blanc, en plus. Et toujours noir et blanc. Hein. Boris Quadro, vous dites que c'est un chef exemplaire, le meilleur qu'il y a jamais eu à la TSR, dans le département des sports. Il était à peu près le seul. Moi, je n'ai pas connu les autres. C'est-à-dire, j'ai connu des... Non, mais... Oui, non, en tout cas, de ceux que j'ai connus, oui, c'était le meilleur. Il avait pas une tare, il y avait un préjugé entre lui, hein, quand même léger. Il venait de l'enseignement, il était instituteur à Versoix. Alors, par moments, il avait un peu le style, des réactions d'instituteur et tout. Mais, quand même, c'était un type... défendait les collaborateurs, d'abord. Oui, quand vous aviez des idées, je crois qu'il allait les défendre. Il était malin. Il avait peur. Il était très malin, à Quadro, parce que souvent, il avait peur des idées un peu nouvelles. Il n'était pas pour la création de Sous la loupe. Il n'était pas très favorable. Mais enfin, il a quand même transmis à Schenker, qui n'était pas favorable non plus. Mais comme on pleurnichait, on disait, mais c'est formidable, mettez un type du Lausanne Sport, un type du Young Boys ou du Servette face à face, puis vous remettez des séquences, ils discutent.
C'est tout simple, ça coûte rien et c'est formidable. Schenker a dit, ouais, donnez-leur 10 minutes, je sais pas quoi. Un mois après, on en avait 25 ou 30 à un autre horaire. Donc, c'était bien la preuve que c'était une bonne idée. C'est Rigato. J'ai toujours dit Rigato et moi, mais j'ai toujours dit Rigato est à l'origine. C'est vrai que Jean-Jacques a raison. Boris, c'est un instituteur de formation. Il était plus, disons, gestionnaire que véritablement patron. Mais il n'a jamais proposé d'émissions, il a toujours un peu géré les affaires, les émissions, les idées sont venues des autres, mais comme il était un peu opportuniste et intelligent, à un moment donné, il se rendait compte que c'était plus ou moins une bonne idée et il adhérait au projet, mais il fallait toujours une petite période de gestation. Mais c'est vrai que lui, il a présenté des émissions d'histoire, mais c'est jamais lui qui a fait les recherches, qui a fait les montages. C'était Sanger qui était formé comme journaliste d'histoire. Ça donnait lieu à des reportages, des documentaires magnifiques. Mais Boris mettait son texte, son commentaire, mais l'émission elle-même était faite par quelqu'un d'autre. Mais M. Quadro n'était pas le chef des sports le moins sportif que vous avez eu. Hein. Il courait le 10 000 mètres. Il était même regardant avec ça. C'est vrai? Oui, il voulait absolument que j'aille courir avec lui. Moi, j'ai fait une fois un demi-kilomètre. Je me suis littéralement effondré contre un sapin. Non, mais ça n'a pas duré. Quand il parlait sport, il savait de quoi il causait quand même. Ah oui, mais lui, il était sportif. Il courait, Ouais. mais c'est... Bon, il courait, il devait skier comme tout le monde, j'en sais rien. Il était sportif. Oui, puis il était sain, il mangeait une pomme à midi, et tout et tout, quoi. Il courait aussi 10 000 mètres tous les jours. Oui, Ouais, je sais pas s'il faisait les 10 000 mètres, mais enfin... Non, mais c'était quand même un bon copain, c'était un chef qu'on appréciait. Il fallait un peu l'approcher, pour voir qu'il était ça, il était un peu emmerdeur, instituteur parfois, mais il y avait autre chose, il avait quand même un peu le goût des autres et de la collectivité. J'étais Il s'évertuait à recoller les morceaux. Il voulait maintenir son groupe, cette entité qu'on représentait, il voulait la maintenir en l'état parce que il y avait quand même une fusion d'idées. Il y avait quand même des bons journalistes. Bernard Vité, c'était un grand et un très bon journaliste. Il y avait Jean-Jacques, il y avait Boris, il y avait quand même Bonardelli, Piaget qui venait, etc. Il y avait Deschenaux, Tripot et moi, on arrivait un petit peu après. Puis il y avait quand même aussi... Antoine Bourdieu, qui est un personnage hors du commun, d'abord journaliste, puis producteur du service des sports, mais il avait des idées, il avait 2 idées par minute. Bah, vous aviez tous plein d'idées, et c'était à Quadro qui devait les défendre à la direction. Il y avait des personnalités. Tous les types étaient différents, et tous dans un style, dans un genre. Et l'amalgame se faisait autour d'un type qui avait aussi une forte personnalité, mais que son rôle et que je pense que sa conception, la preuve de son intelligence, faisait qu'il cachait un peu, quoi. Il était quand même le chef, mais on savait bien qu'il n'était pas complètement... Mais je pense que Boris a compris qu'il était chef, mais il savait s'appuyer sur les autres aussi. Parce que les autres étaient... Il savait aussi bien. Il savait s'appuyer sur les autres, parce que ça valorisait son département, son service et son département des sports. Il n'y en avait pas que pour lui, il y en avait pour Jean-Jacques, parce que le football c'était Jean-Jacques. La natation, le patinage artistique, c'était le hockey, c'était Vité. Vité, c'était un personnage aussi assez extraordinaire, qui était solide, qui était très bon dans la présentation, dans le magazine, dans les interviews, parlait plusieurs langues, et aussi dans le direct.